Bonjour à tous et loué soit Jésus-Christ. Merci à vous qui avez la patience de me suivre, vous êtes toujours plus nombreux, ça fait plaisir. À partir de cet épisode, je commencerai chaque vidéo par un bref résumé des précédentes afin de bien rappeler aux nouveaux arrivés que nous sommes en train de suivre un raisonnement logique à travers les siècles. Tout a commencé pendant la période de l'Antiquité en se demandant quand débutaient les saisons et quand elles se terminaient. Les Grecs parvinrent à établir un calendrier qui tenait compte du mouvement circulaire des étoiles dans le ciel ainsi que des mouvements particuliers des planètes grâce à un système de petits cercles appelés épicycles qui tournaient autour d'un plus grand, le déférent. Cela leur permettait de prédire la position des étoiles et des planètes, mais avec une erreur d'1/4 de degré par an. Malgré leurs efforts, il n'y avait aucun moyen de se débarrasser de cette imprécision, et cela, peu importe que la Terre ou le Soleil soient au centre du système. La seconde question était donc, d'où venait cette erreur d'1/4 de degré et comment la corriger? Il fallut attendre environ 1500 ans pour avoir la réponse par l'astronome allemand Johannes Kepler. Les étoiles ne formaient pas des cercles, mais des ellipses. Ainsi, cette fameuse erreur disparaissait en calculant la position des astres et des planètes, non avec les équations de cercle, mais avec celles d'ellipse. Et cela, peu importe que le Soleil ou la Terre soient immobiles sur le foyer de l'ellipse. Mais, en bon initié, Kepler trancha pour la solution du Soleil immobile dans le ciel et toutes les planètes dont la Terre qui tourne autour de lui. La troisième question qui vint alors était pourquoi les planètes tournaient-elles autour du Soleil en formant des ellipses? La réponse vint non par Newton, mais par un rival et un ennemi acharné, Robert Hooke. Il existe une force de rappel qui émane du Soleil et qui se combine avec la vitesse de chaque planète pour les forcer à décrire des ellipses en tournant autour du Soleil. Mais c'est bien Newton qui parvint à prouver que cette intuition était correcte grâce à un tout nouveau calcul, l'équation différentielle. Mais attention, son calcul n'était valide que dans le cas d'une seule planète tournant autour d'une étoile et sans aucun satellite. Or, notre système solaire comprend 9 planètes, dont la majorité possède au moins un satellite. Et si l'on rajoutait ne fût-ce que la Lune dans le calcul, l'équation devenait tellement compliquée qu'aucun mathématicien au monde ne pouvait la résoudre. Il était donc impossible de savoir si la Lune était capable ou non de dévier la planète Terre de sa trajectoire autour du Soleil. Et c'était une question très importante, vu les conséquences apocalyptiques au cas où la Terre devait un jour quitter son orbite. On appela cette nouvelle énigme le problème à 3 corps, Soleil, Terre, Lune. 100 ans plus tard, le français Laplace écrivit une œuvre monumentale, le système du monde. Dans ce livre, il décrivait le système solaire tel que nous le représentons actuellement. Parfaitement stable, avec chaque planète qui tourne avec précision autour du Soleil pendant des centaines de millions d'années. Il démontra aussi comment ce système s'était probablement lentement formé en plusieurs centaines de millions d'années. Mais pour arriver à démontrer cela mathématiquement, il fut obligé d'amputer le calcul et de commettre plusieurs erreurs, car lui non plus n'était pas capable de résoudre le calcul complet du problème à 3 corps. Il n'y avait par conséquent aucun moyen de savoir si ce qu'il racontait était pratiquement vrai ou à moitié vrai ou totalement faux. C'est ainsi qu'on arriva encore 50 ans plus tard avec cette quatrième question. La trajectoire de la Terre autour du Soleil était-elle stable, oui ou non? Ce qui va suivre peut sembler invraisemblable, mais c'est raconté par le mathématicien Étienne Gis, qui est à la fois un très bon vulgarisateur et une sommité en mathématiques. Et il est en plus secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences.
La piste pour répondre au problème des trois corps vint par un adolescent français de 17 ans à peine, vers 1829, Évariste Galois. C'était un élève surdoué et turbulent qui ne s'intéressait qu'aux mathématiques, et il se posait une question sur laquelle personne jusque-là ne s'était penché. Ni les Grecs de l'Antiquité, ni les Arabes du Moyen Âge, ni les Italiens de la Renaissance, ni les Anglais de la Royal Society, ni les Français du siècle des Lumières, ni les fameux Euler, Gauss, etc. Absolument personne. Le tout jeune Évariste Galois fit de cette question une nouvelle branche des mathématiques qu'il nommait la théorie de l'ambiguïté. Cette nouvelle branche se trouvait dans son petit calepin avec une écriture illisible. Si l'on vous demande quelque chose et que vous répondiez « c'est ambigu », on ne sait pas si vous avez répondu oui ou non. En mathématiques, les calculs habituels ne donnent qu'une seule réponse, mais certains en ont plusieurs. Par exemple, la racine carrée de 9 donne deux réponses différentes, mais justes. Il y a 3 et moins 3. En essayant de classer tous ces calculs particuliers, Galois se rendit compte qu'il y avait un lien entre deux choses que l'on croyait tout à fait indépendantes l'une de l'autre. D'une part, les différents types de symétrie et d'autre part, la possibilité de résoudre ou non des équations très difficiles. Galois en rédigea un mémoire qu'il envoya à l'Académie des sciences. Mais la France entra alors dans une période troublée qu'on appelle les Trois Glorieuses. Cette période opposait les républicains aux royalistes. Galois milita pour les républicains et s'affilia à une société secrète, les Amis du Peuple. Ses excès le conduisirent 2 fois en prison. À la sortie de sa dernière détention, il écrivit à ses proches qu'il avait été provoqué en duel et qu'il ne pouvait refuser. Ce fut un duel au pistolet et Galois fut touché au ventre. Il mourut le lendemain après avoir refusé l'assistance d'un prêtre. Quant à son mémoire, il fut perdu et sa théorie sombra dans l'oubli. Quelques décennies plus tard, on retrouva le mémoire et on l'appela « théorie des groupes ». Une toute petite poignée de mathématiciens s'y intéressa, dont l'allemand Felix Klein, mais ça n'allait pas bien loin. Cependant, il y avait de temps en temps un article sur cette théorie qui sortait dans les revues spécialisées. Attention, la théorie des groupes, ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout, la théorie des ensembles qu'on a appris quand on avait entre 11 et 12 ans. Bon, c'est une théorie que j'ai essayé de comprendre, mais je n'ai réussi à comprendre que le tout début. Cependant, ce que je peux vous dire, c'est que cette théorie est extrêmement féconde, très étudiée maintenant, alors qu'elle est inconnue de tout le monde. Si vous vous intéressez aux mathématiques et que vous n'êtes qu'au début de vos études, n'hésitez pas à vous lancer dans les mathématiques théoriques et de faire de la recherche sur cette théorie des groupes. Parce que j'ai l'impression que c'est une théorie très utile pour comprendre notre univers. Petite parenthèse. Un beau jour, vers 1880, un de ces articles rares qui concernait cette théorie, un de ces articles se retrouva sur le bureau d'un jeune professeur universitaire de mathématiques de l'université de Caen, qui allait devenir plus tard le plus grand mathématicien du monde de son époque. Ce mathématicien, c'était Henri Poincaré. Il corrigea l'article qui était rempli d'erreurs, puis il s'enthousiasma pour cette nouvelle théorie et se mit à la développer. Mais lorsqu'il publia ses résultats, l'Allemand Felix Klein lui fit remarquer qu'il parlait de choses qu'il avait déjà écrites et sans le citer. Poincaré présenta ses excuses que Klein accepta, au point de lui montrer tout ce qu'il avait découvert à ce sujet. Cela permit aux Français de progresser beaucoup plus rapidement jusqu'à dépasser complètement Felix Klein. C'est alors qu'il se rendit compte qu'en prenant cette théorie à l'envers, il avait la possibilité de résoudre n'importe quelle équation différentielle. Mais
Une grande quantité d'efforts et de travaux étaient nécessaires pour y parvenir. C'est ainsi que s'acheva l'année 1880. Et un de ses amis, un certain Le Cornu, l'invita à passer le réveillon chez lui. Imaginez l'état de Poincaré chez son hôte. Il n'était présent que physiquement. Il ne répondait que par oui ou par non. Il était complètement pensif. Il ne se rendit compte le moins du monde des 12 coups de minuit. Au bout d'un moment, son pauvre ami lui conseilla de rentrer chez lui. Mais quelques jours plus tard, lorsqu'ils se croisèrent fortuitement dans la rue, Poincaré, au lieu de le saluer, lui annonça d'un air tout à fait détaché: « Je peux résoudre toutes les équations différentielles. » Le Cornu se dit alors: « Ah, c'était donc ça. » Parallèlement à cela, il y avait un roi européen qui en avait assez de l'énigme du problème des trois corps. C'était Oscar II de Suède et Norvège. Il voulait savoir, une fois pour toutes, si la trajectoire de la Terre autour du Soleil était stable ou pas. Et si elle était stable, quelle était précisément sa forme? C'est ainsi qu'en 1884, le 25 novembre, il offrit un prix de 2500 couronnes or à quiconque trouverait la réponse. Il ouvrit ainsi un concours jugé par une commission de 3 grands mathématiciens. Henri Poincaré remporta ce prix en 1890 grâce à son mémoire intitulé « Sur le problème des trois corps et les équations de la dynamique ». Et la solution fut que le système solaire était et est toujours instable. Oui, vous avez bien entendu, instable. Les planètes ne peuvent tourner sagement chacune sur leur orbite que pour un temps déterminé, limité. Il arrivera inévitablement un moment où leurs trajectoires deviendront chaotiques. Notre système solaire est ainsi comparable à un cône sur sa pointe ou à une bille sur une demi-sphère renversée. Ils ne peuvent tenir en équilibre que pendant un temps limité. Cela veut dire deux choses. La première, c'est qu'il a beau tenir quelques secondes, il va forcément basculer d'une façon ou d'une autre, et cette façon dont il va basculer dépend de la manière dont il a débuté. On appelle cela les conditions initiales. Par exemple, la petite bille, si vous avez essayé de la placer le plus au centre, mais si vous l'avez placée un petit peu à gauche, eh bien évidemment c'est vers la gauche qu'elle va tomber. Mais ça, vous n'en savez rien parce que vous avez fait aussi précisément que possible. Mais il se fait qu'elle était un peu à gauche. Et si vous la placez un petit peu à droite, c'est pareil. Deuxième caractéristique. Si le système subit ne serait-ce qu'une pichenette pendant sa période de stabilité, à ce moment-là, le système va basculer immédiatement vers le chaos dans le sens de la pichenette. Est-ce que vous avez bien compris cela? Si c'est le cas, vous vous dites probablement « Mais non, ce n'est pas possible !» Vous êtes alors comme lors de la réunion de crise sur le Titanic en 1912, après qu'il ait percuté l'iceberg. Le constructeur du bateau déclare « À partir de maintenant, quoi que nous fassions, le Titanic va sombrer. » Monsieur Ismay proteste « Mais enfin, ce bateau ne peut pas couler !»« Oh si, monsieur, lui répond-il. Il est fait d'acier et je vous assure qu'il peut couler. Et il coulera. C'est une certitude mathématique. » Retenez bien cette expression, une certitude mathématique. Ça veut dire que si quelqu'un, n'importe qui, qu'il soit célèbre ou pas, vous dit le contraire de la certitude mathématique, il se trompe forcément. Vous avez bien observé, vous savez de quoi vous parlez, vous avez fait les calculs. Voilà, c'est mort, c'est le cas de le dire. C'est alors que le commandant du navire pose la bonne question. Combien de temps? Et la réponse est terrible. 1 heure, 2 ou plus. Et c'est bien entendu la même question qui s'impose à nous. Combien de temps la Terre peut-elle tourner autour du Soleil si le système de Kepler-Newton-Laplace est exact? Eh bien, un mathématicien russe nommé Alexander Lyapunov a trouvé en 1899 une méthode pour calculer
La durée de stabilité provisoire des systèmes instables. On appelle cette méthode la durée de Lyapunov ou horizon de Lyapunov. Quand on l'applique au système solaire, cela donne 50 millions d'années ou 200 millions au tout grand maximum. Vous vous dites sans doute « Oh, ça va, on sera tous morts ou bien partis vers d'autres étoiles bien avant cela. » Mais non, car c'est 50 millions d'années après le premier tour. Et si vous comparez cela avec la ligne officielle du temps que nous avons vue dans Cosmologie 3, vous constatez que c'est impossible. Après la formation de la Terre, il a fallu attendre 700 millions d'années avant l'apparition des premières bactéries et plus de 4 milliards d'années pour la naissance des dinosaures, si la théorie de l'évolution est bonne elle aussi, bien entendu. Imaginons que votre arrière-grand-père était présent lors de la fameuse réunion de crise sur le Titanic et qu'il s'est évanoui suite à l'annonce du constructeur. Il se réveille dans un canot de sauvetage et il voit ceci. Le navire flotte comme si de rien n'était. Les gens autour de lui expliquent qu'il est tombé dans le coma pendant une semaine et que pendant tout ce temps, le Titanic a flotté et flotte encore paisiblement en attendant les secours. Vous réfléchissez et vous dites « Le constructeur du bateau a dit qu'il ne tiendrait pas plus de 2 heures au tout grand maximum. » On lui répond « Bah, il voulait peut-être dire 2 heures à partir de maintenant. » Non, 2 heures après la collision de l'iceberg. Donc votre semaine de flottaison ne tient pas. Vérifions ce que nous venons de voir. Poincaré s'était-il trompé? Non. Il a gagné le prix du roi Oscar II avec son mémoire. Alors c'est Lyapunov qui s'est trompé avec sa méthode? Non plus. Ou bien est-ce que c'est moi qui ai fait ces vidéos qui aurais mal compris? Voici ce qu'en disent 2 mathématiciens. Le premier, c'est Jacques Lascar, qui a calculé en 1989 la trajectoire de toutes les planètes pendant 200 millions d'années. Sa conclusion est que les planètes extérieures, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, ne dévient pas beaucoup. Mais la Terre, Mercure, Vénus et Mars dévient de façon importante, mais pas au point d'entrer en collision les unes avec les autres. Ouf, mais en fait, on n'est pas rassuré du tout. Ça veut dire que, en ce qui nous concerne, on aurait 100 degrés de plus ou 100 degrés de moins selon que la Terre s'éloigne ou se rapproche du Soleil. Lascar conclut: bien que l'idée d'un système solaire chaotique puisse surprendre ou même déranger notre conception du monde, c'est pourtant le contraire, c'est-à-dire un système stable qui eût été extraordinaire. Donc en clair, pour lui, ce qui est extraordinaire et improbable et impossible, c'est que le système solaire soit comme le système de Newton-Laplace-Copernic, donc toutes les planètes qui tournent comme une horloge, et ce qui est dérangeant, mais qui est la réalité, c'est que notre système solaire soit chaotique. Il y a aussi Carl Sigmund Schwarzschild, qui devint l'un des pères de la relativité générale. C'est un personnage très important que nous verrons après pendant la relativité. Donc lui, ce Schwarzschild, il a écrit en 1904 « Poincaré démontra en 1890 que les séries avec lesquelles les astronomes travaillent sont absurdes parce que divergentes. » Bon, là, on ne comprend pas très bien, mais maintenant, il va dire en clair ce que ça veut dire. Le système solaire est hautement instable dans la durée. La Terre pourrait échanger sa place avec Jupiter, notre Lune tournerait autour de Mars. 3 petits points. Fermez les guillemets. C'est ici qu'il faut réfléchir posément. Soit le système de Newton-Laplace-Copernic est faux, car il ne peut laisser le temps à la vie d'apparaître, soit c'est la théorie de l'évolution qui est fausse, et la vie a pu se développer beaucoup plus rapidement, en moins de 200 millions d'années. Ou alors, encore, les 2 théories sont fausses. D'où la question, dans quel monde vivons-nous? Après des siècles de recherche, on croirait qu'on est revenu au point de départ.
Et c'est la 4e fois que nous assistons à l'erreur scandaleuse des initiés. Après les Grecs qui n'étaient pas si ignorants ni superstitieux, après les fameux Copernic, Bruno et Galilée qui n'ont jamais été persécutés, après la pomme de Newton qui n'est jamais tombée, voici le système solaire qui n'est pas l'horloge de précision du grand architecte du franc-maçon Pierre-Simon de Laplace. Car, pour les initiés, le grand horloger est tellement intelligent qu'il n'avait pas pu construire un système qui se déréglerait au bout d'un certain temps. Non, cette œuvre devait pouvoir fonctionner sans problème durant des milliards et des milliards d'années. Mais cette croyance est contredite par les observations et le calcul. En revanche, c'est aussi la 4e fois que nous observons une confirmation étonnante avec la Bible. En effet, Jésus-Christ avertit ses apôtres qu'il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur la terre, les nations seront dans l'angoisse, inquiètes du fracas de la mer et des flots. Des hommes défailliront de frayeur dans l'attente de ce qui menace le monde habité, car les puissances des cieux seront ébranlées. Non seulement le Christ prédit que le ciel entrera un jour en chaos, mais il annonce que cela provoquera des mouvements effrayants de la mer. Ce qui est confirmé par le mathématicien Joseph Lefrançois de Lalande, qui s'était amusé à calculer la hauteur des raz-de-marée causés par la planète Vénus si jamais elle s'approchait à environ 65 000 km de la Terre. Il trouva une hauteur de 4 km pour de tels tsunamis, c'est-à-dire des tsunamis hauts comme les montagnes. C'est le moment de faire une précision importante. Les preuves des dimensions et masses de la Terre, du Soleil et des étoiles, ces preuves-là sont solides et elles reposent sur des observations et des calculs qui sont exacts. De même pour les distances entre tous ces astres, leur composition et la fusion nucléaire qui s'y produisent. Nous verrons tout cela de façon simple dans les prochaines vidéos. Mais encore une fois, lorsque l'on place toutes ces données dans les équations de Poincaré et de Lyapunov, on obtient une durée de stabilité de 200 millions d'années au tout grand maximum. Mais pas de panique. Tout va s'éclaircir avec l'électricité et le magnétisme, qui nous conduiront directement à la relativité. C'est tout pour le moment, mais vous pouvez connaître le dénouement de toute cette histoire en achetant mon livre La vérité immuable et l'erreur scandaleuse sur le site amazon.fr pour 26,27 €. À bientôt et que le bon Dieu vous bénisse et vous garde.